Florian Philippot, notre invité ce matin, vice-président du Front National, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous ramassez la mise. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de ramasser la mise? En tout cas, la France et les Français souffrent d'une politique insupportable, voilà, et d'un entêtement du pouvoir. Le Front National, s'il progresse, si les Français lui font de plus en plus confiance, c'est parce qu'il travaille, parce qu'il est convaincant, parce qu'il est crédible. C'est aussi parce que la gauche au pouvoir et l'opposition UMP ne brillent pas par leur en talent. ce moment. Ah bah non, ça ne brille pas. Ramasser la mise. Non mais il ne brille pas. Oui mais si on ramasse la mise, c'est parce qu'on est plutôt bon. Enfin, je vais essayer. On va rester modeste. Vous êtes bon en quoi? Ben, on est bon dans la proposition, bon dans la capacité, surtout si vous voulez, à faire contraste, parce que ces partis-là sont obnubilés par leurs propres affaires internes, leur guérilla de petits chefs, leurs affaires de gros sous pour l'UMP, et ne pensent plus qu'à cela, ou ils pensent au Front National. Ils attaquent, ils insultent les électeurs du Front National à tour de bras. Nous pensons à la France, nous faisons des propositions. On sort d'une très très belle université des jeunes à Fréjus ce week-end. On a beaucoup travaillé. On lance des collectifs professionnels. Bref, je crois qu'on s'intéresse aux problèmes des Français. On apporte des solutions. Et c'est ça qui fait contraste. On va voir Florian Philippot. En attendant, quand un député comme Thomas Thévenoud, qui a été ministre 9 jours, quand un député commet... Enfin, il n'est pas condamnable, Thomas Thévenoud. Est-ce qu'il est condamnable? Non, mais au sens juridique. Ah bon, je suis pas moralement, juge. Je ne suis pas juge. Moralement, bien sûr. Enfin, écoutez, quand on a été député, membre d'une mission parlementaire... Il est député toujours. Oui, il est toujours, malheureusement. Membre d'une mission parlementaire sur la fraude fiscale chez les particuliers, et qu'on oublie, incroyable, de déclarer ses impôts pendant 3 ans, c'est au moins... Enfin, c'est condamnable de toute façon. Et moralement, encore plus. Voilà. Je pense qu'il aurait dû bien sûr quitter son poste de député à l'Assemblée nationale par décence, par respect de ses électeurs, par respect de sa fonction, par respect de lui-même et de la fonction de parlementaire. Voilà. De parlementaire. Mais nous sommes très loin de cette conception de la politique, j'ai le sentiment aujourd'hui. Vous avez le sentiment d'un arrangement au sein même du Parti socialiste? Il était peut-être un des quelques maillons qui subsistent pour permettre au PS et au gouvernement de conserver sa majorité parlementaire. C'était peut-être ça la clé du système, c'est que maintenant ils savent qu'ils en sont à un près, à un député près pour conserver une majorité, et qu'on a le vote de confiance le 16 septembre qui arrive pour le nouveau gouvernement. Voilà. Mais pendant qu'on est sur ce genre d'affaires, permettez-moi d'évoquer l'affaire Lavrieux, puisqu'on parle de personnalités qui seraient supposées quitter leur poste. Où en est la procédure d'exclusion par l'UMP de M. Lavrieux? C'est bizarre, on n'en entend plus parler. Notamment depuis qu'il a menacé, qu'il a dit attendez, moi je balance. Si je suis exclu de l'UMP, je balance tout à la justice. Ça, ce sont des méthodes de mafia. Voilà. Alors, on en est où? L'UMP n'en parle plus. Ils ont l'air terrorisés par les révélations que pourrait faire M. Lavrieux. Je le constate, et j'aimerais qu'on pose un peu plus régulièrement la question aux responsables de l'UMP. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous êtes en train de ramasser la mise. Mais parce que vous êtes en train de ramasser la mise face aux insuffisances du pouvoir en place et de l'opposition. Pas simplement. Pendant ce temps-là, nous sommes sur les problématiques des Français. Vous êtes aux portes du pouvoir. J'ai entendu, vous aussi, le Premier ministre, dire... Avertir l'extrême droite en France, et Marine Le Pen sont aux portes du pouvoir. Je sais ce que vous allez me répondre. L'extrême droite, ça représente 0,5%. Oui, je l'ai tweeté. Oui, bien sûr. Mais ça, allez, passons outre les insultes. Mais c'est pas une insulte. On a compris qu'il voulait parler du Front National. Quand on vous accuse d'extrême droite, c'est une insulte. C'est surtout une insulte pour nos électeurs, pour les 25% de Français qui ont voté pour nous aux élections européennes, pour ceux qui sont très majoritairement pour nous maintenant dans les sondages et dans les enquêtes d'opinion. Oui. Passons outre l'insulte, parce que de toute façon, ils ne sont que dans l'insulte et ils n'ont plus d'autres arguments, ce qui prouve qu'ils sont paniqués et qu'ils sont dans un certain désarroi. Donc ça ne m'intéresse pas, ils sont en train de creuser leur propre tombe politique à force de multiplier les insultes et les anathèmes contre les Français. Mais sur le fait, est-ce que le Front National est aux portes du pouvoir ? C'est aux Français d'en décider. En tout cas, il n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Ça, c'est une certitude. Et quant au système en place, je pense qu'il n'a jamais été aussi proche de sa fin. Voilà. Au système au sens large, pas simplement le gouvernement socialiste. Pourquoi demandez-vous la dissolution de l'Assemblée nationale? Mais parce que... Pourquoi? Tout est bloqué aujourd'hui. Non mais attendez, pourquoi? Qu'est-ce qui est bloqué? Que fait-on d'autre? Que peut-on faire d'autre? On va faire valse 3. On est déjà à valse 2 bis, avec la démission de M. Thévenoud, secrétaire d'État. Il était secrétaire d'État, oui, franchement... On en est à valse 2 ou valse 2 bis. On va faire quoi? Valse 3, valse 4, Taubira 1, Taubira 2... Je veux dire, tout ça ne rime à rien. Il n'en est pas question. Non, mais aujourd'hui, le président de la République a 13% d'opinion favorable. La majorité ne tiendra pas.
La majorité ne tiendra pas. Ce sont les sondages qui gouvernent. Non, ce sont les sondages qui gouvernent. On peut quand même écouter les Français. Non, mais c'est très intéressant. Non, on peut quand même écouter les Français. Vous êtes gaulliste. Justement. Justement. Vous êtes gaulliste, justement. Les institutions de la Ve République, ça représente quelque chose. Le président de la République a été élu. Oui. Imaginez-vous une seule seconde. Est-ce que ce sont les sondages qui gouvernent? Je vous pose la question. Non, mais ce sont des indicateurs qu'on doit regarder aussi, hein. Parmi tant d'autres. Oui. Moins que les élections, mais on doit les regarder aussi. Je veux dire, c'est tout à fait normal de regarder ce que disent les Français à un instant T. Mais imaginez-vous une seule seconde le général de Gaulle continuer de gouverner dans ces conditions, alors qu'il est lui-même complètement délégitimé, qu'il n'a quasiment plus de majorité, que son gouvernement change tous les 3 mois. Bien sûr que non. Le général de Gaulle, lui, la démission de François Hollande. Lui, il a fait 2 dissolutions, en 62 puis en 68. Il revenait au peuple régulièrement. De François Hollande alors? Non. Alors je ne comprends pas. S'il veut partir, vous invoquez le général de Gaulle, qui lui a eu le courage politique, effectivement, mais tout le monde n'est pas de Gaulle. D'organiser un référendum et de dire si le non l'emporte, je m'en vais. Mais vous ne demandez pas la démission de Hollande, vous demandez une dissolution. C'est ce que je ne comprends pas dans votre discours. Pardon, vous savez pourquoi vous demandez une dissolution? Allez-y. Parce que, évidemment, s'il y a de nouvelles élections législatives, vous êtes en position, effectivement, de remplir les bancs de l'Assemblée nationale. Ça sera aux Français aussi d'en décider, je l'espère, oui, bien sûr. Les institutions sont les institutions. Mais les institutions prévoient à l'article 12 de la Constitution française la dissolution de l'Assemblée nationale quand il y a une crise politique. Nous y sommes. Et vous citiez le général de Gaulle, tout le monde n'est pas le général de Gaulle, voilà. Nous savons que François Hollande n'est pas le général de Gaulle. Ne demandez-vous Depuis pas longtemps, sa démission, alors Mais parce que il y a cette procédure qui s'appelle la dissolution de l'Assemblée nationale, le retour aux urnes. Moi, je comprends pas pourquoi on a peur du peuple. Je comprends pas pourquoi il y a même Non, mais pourquoi quand on propose la dissolution de l'Assemblée nationale, on a face à nous un bouclier dans la caste qui nous explique que pas du tout, il faut continuer comme ça. Mais pourquoi il faudrait continuer comme ça dans ces conditions? Excusez-moi. La France est en crise. Mais justement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La France a besoin d'une nouvelle crise institutionnelle. Non, elle a besoin. Est-ce que vous pensez que la France a besoin de nouvelles élections aujourd'hui? Mais bien sûr que oui. Il ne faut pas avoir peur des élections, pas avoir peur du peuple. Il faudrait beaucoup plus d'élections. Il faudrait des référendums. Il y en a. Il va y avoir des régionales. Il va y avoir des régionales. Et une présidentielle, dites-moi, qui va arriver. Moi, j'ai le sentiment qu'on a peur du peuple en France. On est un des pays finalement où on vote le moins, contrairement à ce qu'on dit. Il n'y a quasiment plus de référendum en France. Enfin, il y a des pays où vous avez... 25% sont à relativiser. Vous avez 1, 2, 3 référendums par an. Il y a des pays où il y a des référendums d'initiative populaire où ce sont les électeurs qui décident eux-mêmes de s'exprimer par référendum en signant des pétitions, comme en Suisse, comme en Italie, comme dans certains États américains. Il y a des pays où un gouvernement, évidemment, serait parti depuis longtemps dans ces conditions-là. Que va faire aujourd'hui le pouvoir ? Quelle réforme peut-il porter? Quelle légitimité a-t-il? Quelle crédibilité a-t-il au niveau international? Voilà, ces questions-là, les dirigeants devraient se les poser. Ils ne sont pas là dans leur propre intérêt. Normalement, ils sont là dans l'intérêt de la France et des Français. Enfin, j'espère encore un tout petit peu. Donc, dans ces conditions-là, n'ayons pas peur du peuple. Revenons naturellement, tranquillement, sereinement aux urnes. Nouvelles élections législatives. Respectons l'esprit des institutions. Puis élections régionales, puis élections présidentielles. Avec de nouveau des élections législatives. Florian c'est ça la démocratie. Vous revenez, mettons, je sais pas moi, 50, 80 députés, vous faites quoi? Ou plus. Vous êtes dans l'opposition? Vous êtes dans l'opposition? On peut avoir, je pense, beaucoup plus de députés. J'aimerais d'ailleurs qu'on mette en place la proportionnelle, comme François Hollande s'y était engagé, et avant lui Nicolas Sarkozy. La proportionnelle, ça permet à tous les courants d'être dignement représentés au Parlement et à l'Assemblée nationale. Et nous militons, nous, pour la proportionnelle intégrale, bien sûr, avec un seuil, par exemple, à 5% des voix. Ça, ce serait démocratique. Et il faudrait beaucoup moins d'élus, beaucoup moins de députés, il faudrait beaucoup moins d'élus locaux, il faudrait supprimer toutes ces instances de consultation qui coûtent très cher, qui ne servent à rien, comme les conseils économiques et sociaux au niveau national et au niveau régional. Il faudrait créer un vrai référendum d'initiative populaire en France, rendre certains référendums obligatoires sur certains grands sujets. Vous voyez, c'est ça une vraie réforme démocratique, redonner du souffle à notre esprit démocratique et républicain qui aujourd'hui est complètement bloqué. Quel est votre principal adversaire politique aujourd'hui ? Je pense que c'est une forme de désespérance, c'est ça. Je ne veux pas paraphraser François Hollande sur la finance, parce qu'il n'a pas tenu ses engagements, on le sait bien, mais il n'a pas de visage, il n'a pas de nom. C'est la désespérance aujourd'hui de nos concitoyens. C'est l'ennemi, je pense, l'adversaire. Votre principal adversaire politique, c'est la désespérance. Et c'est pour ça que nous devons aller convaincre. Vous ne voyez pas se profiler à l'horizon, là, Nicolas Sarkozy, votre principal adversaire? Un adversaire, Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi? Soyons sérieux. Mais pourquoi? Mais nous l'attendons.
Nous l'espérons grandement. Mais pourquoi vous l'espérez? Parce que Nicolas Sarkozy est un adversaire idéal pour le Front National. Mais pourquoi? Il est très faible, très affaibli. Vous savez, quand nos adversaires politiques, nos concurrents sont faibles, tant mieux. Mais parce que, écoutez, il porte un bilan épouvantable. D'abord, il n'a tenu aucune de ses promesses. C'était le Karcher qui était devenu vaporisateur. Les Français l'ont pas oublié. C'est la dette qui a explosé. C'est l'immigration qui n'a pas été jugulée. C'était les mêmes chiffres que sous Hollande, de toute façon. Et encore plus que sous Sarkozy. Et c'était l'ultralibéralisme, la soumission à Berlin, à Bruxelles et à Washington en matière de politique étrangère. Ça, c'est un très mauvais bilan. Ce sont toutes les casseroles qu'il traîne, qui l'affaiblissent considérablement. Et puis, plus fondamentalement, oui, j'ai l'impression qu'il y a une forme de ringardise chez Nicolas Sarkozy. Vous voyez, dès qu'il revient, on a l'impression de revenir, nous, déjà 10 ou 15 ans en arrière. Alors, c'est pas de cela dont la France a besoin. La France, elle a besoin d'avenir, de renouvellement. Elle a besoin de renouvellement. Le renouvellement... Jean-Marie Le Pen pendant 30 ou 40 ans. Marine Le Pen, ça fait combien de temps justement, il y a eu du renouvellement. Elle se présente et qu'elle... elle s'est présentée une fois à l'élection présidentielle. Et nous avons, nous, des élus beaucoup plus jeunes que dans les autres partis. Nous avons une forte jeunesse. Nous sommes aussi le premier mouvement chez les jeunes. Du népotisme, oui, au Front National. Du népotisme. Oui. Non. Où ça? De père en fille ou de... Non. Moi, je ne suis le fils de personne au Front National. Non, mais je ne suis pas le seul, je peux vous le dire, parmi les cadres dirigeants. Et on nous a laissé notre chance, contrairement aux autres partis. Mais alors, je voudrais en revenir à Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce un adversaire pour vous idéal? Parce que vous m'avez dit, vous m'avez parlé de son bilan. Pour toutes ces raisons-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, revenir. Alors, il hésite sur deux tactiques. Il va récupérer 30% de votre électorat? Non, ah bon? Non. Je ne pense pas du tout. Non. Il n'a plus la possibilité de faire ça. Il va essayer de retromper les Français. Il va revenir en disant demain nous allons retrouver du volontarisme politique, il faut réformer Schengen, il faut retrouver des frontières, il faut arrêter l'immigration, il faut ressortir le Karcher. Donc vous n'avez aucun adversaire. Non, mais pensez-vous qu'il aura une crédibilité en disant cela? Mais il a déjà fait ces promesses-là 10 fois ou 15 fois. Cette insincérité est déjà sanctionnée par les Français qui l'ont sanctionnée pendant son mandat et en 2012, et sera sanctionné demain, voilà. Et puis je pense que Nicolas Sarkozy a un autre problème qu'il n'avait pas imaginé en interne, c'est la concurrence d'Alain Juppé, bien évidemment. Et ça, je pense que c'est un problème pour Nicolas Sarkozy que de voir que son leadership est remis en cause. Nous n'avons pas de problème de leadership. Marine Le Pen est la candidate naturelle. Oui, ça, on a compris, mais vous n'avez finalement, vous n'avez aucun adversaire aujourd'hui dans ce paysage politique français. Bien sûr que si, nous avons des adversaires, des concurrents politiques qui essaient encore de tromper les Français, de faire croire qu'il y a une différence entre la droite et la gauche alors qu'il n'y en a plus, mais c'est vrai que les Français... Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre la grosse tête un peu? Je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Non. Ah non, je crois pas du tout. On n'a jamais autant travaillé que maintenant, jamais été autant sur le terrain, mais c'est vrai que ce travail, c'est vrai, il paye, mais on va continuer, on n'a pas gagné encore du tout. Simplement, je constate que le plafond de verre n'existe plus. Et c'est déjà une très belle victoire. Et je constate que les Français ont compris que le vote Front, c'était un vote d'adhésion et un vote utile. Un vote utile parce qu'il est capable de rassembler plus de 50% des voix, comme on l'a démontré récemment. Vous gouvernez avec qui, si vous gouvernez? Mais nous gouvernons avec notre propre force, déjà. Avec votre propre force, c'est uniquement. Ah, on tend les bras, et vous le savez depuis longtemps, on accueille tous les patriotes, d'où qu'ils viennent, de droite ou de gauche, qui sont sincères dans leur démarche. Voilà. Et ça, nous sommes ouverts, nous ne sommes pas sectaires, et on continuera, on amplifiera cette tendance demain. Est-ce que vous condamnez les attaques envers Najat Vallaud-Belkacem? Quand ce sont des attaques, évidemment, à caractère raciste, évidemment, bien évidemment. Lesquelles? Je ne sais pas, mais il y a des journaux qui sont utilisés pour ça. Il y a des journaux qu'on ressort, qui tirent à quelques centaines d'exemplaires, qu'on sort comme des trophées, que le gouvernement utilise. Oui, ce genre que le gouvernement utilise. Attendez, ce genre de quoi? Oui, ce genre de journaux que le gouvernement utilise. Ce genre de quoi? Parce que j'ai vu que vous aviez dit ce torchon. Ce torchon, oui, je le dis, je le redis, je le redirai. Ce torchon, attendez. Auquel on fait une publicité incroyable. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Il tire à quelques centaines ou milliers d'exemplaires et dès qu'il fait une provocante, on lui fait une publicité sur toutes les ondes et tous les médias. C'est stupide, voilà. Mais ça permet au gouvernement de terroriser le débat en disant attention, si vous attaquez Madame Vallaud-Belkacem, ils avaient fait la même chose pour Madame Taubira, alors vous êtes raciste. Mais non. On a le devoir, et je crois qu'on a les arguments pour l'attaquer politiquement, sur ce qu'elle fait, sur ses convictions. Je veux dire, Madame Vallaud-Belkacem, malgré sa jeunesse, c'est le pédagogisme le plus ringard qui soit. C'est 40 ans de retour en arrière. Non mais je me moque sur une femme ou pas, c'est pas le problème. Franco-marocaine, oui, féministe, émancipée, n'est-ce pas la réussite par l'intégration?
Najat Vallaud-Belkacem? C'est une forme de réussite, bien sûr, quand on devient ministre, qui dirait le contraire. Non, mais n'est-ce pas la réussite de l'intégration en France? Non, on ne peut pas prendre un exemple pour dire que l'intégration marche en France, malheureusement, parce que l'intégration ne marche pas du tout en France. Elle est bloquée. N'est-ce pas une réussite de l'intégration? Elle est devenue ministre, bien sûr. Le seul problème... Est-ce que vous condamnez les propos racistes, tous les propos? Mais je l'ai fait 100 fois et je le referai, bien sûr. Mais je dis, ça ne doit pas être utilisé pour terroriser le débat. Madame Vallaud-Belkacem n'a aucune compétence en matière d'éducation. Je suis incapable de vous donner un seul élément de son bilan politique avant. Qu'a-t-elle fait? Vous dites féministe, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour le droit des femmes concrètement? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toutes ces femmes qui ne peuvent même plus s'habiller comme elles le souhaitent dans certaines banlieues? Qu'est-ce qu'elle a fait pour toutes ces femmes qui souffrent? Qu'est-ce qu'elle a fait réellement, Madame Vallaud-Belkacem? Rien, rien du tout, à part donner des leçons de morale. Qu'est-ce que vous faites dans les mairies que vous dirigez contre les femmes qui effectivement portent le voile intégral? On lutte contre le communautarisme avec les moyens des mairies. Mais on n'a pas les mêmes moyens que le gouvernement, hein. Mais vous luttez contre le communautarisme comment? On subventionne pas les associations communautaristes, par exemple, avec l'argent public. On fait en sorte que ce soit le drapeau national qui soit respecté, que ce soit la communauté nationale qui soit considérée comme la seule communauté légitime. On fait en sorte qu'il y ait pas de discours communautariste comme ça sur la place publique subventionnée. Vous voyez, c'est ça de lutter contre le communautarisme. Alors c'est vrai qu'au niveau municipal, on n'a pas tous les leviers, loin de là. Mais au niveau ministériel, ils les ont, les leviers. Et ils devraient en même temps arrêter l'immigration, parce qu'il y a un lien évident entre communautarisme et immigration. Arrêter l'immigration? Retrouver la maîtrise de ses frontières, sinon on ne peut pas. Ça suppose revoir totalement l'Union européenne, de sortir de Schengen, de faire comme 95% des pays du monde en dehors de l'Union européenne qui, eux, maîtrisent leurs frontières. Ça ne veut pas dire les fermer, ça veut dire les maîtriser. Ça veut dire revoir complètement la politique de distribution des titres de séjour. Aujourd'hui, c'est 200 000 par an. Ça veut dire revoir le code de la nationalité. Ça veut dire supprimer les pompes aspirantes de l'immigration, comme l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, dont l'UMP a fait exploser le coût, et ça avait été créé pourtant par Lionel Jospin en l'an 2000, etc. C'est ça une politique cohérente, et lutter contre le communautarisme, c'est avoir la fierté de la France, c'est apprendre la fierté de la France à l'école, c'est être fier de son drapeau, c'est la repentance permanente dans les discours institutionnels et politiques, dont la France a un glorieux passé, et elle doit le dire. On ne doit pas être en permanence en train de battre les wagonnets de la mine, comme à Hayange, oui, en bleu, blanc, rouge, c'est ça, non? Oui, c'est vrai que c'est le grand crime de nos maires. Non, c'est pas un crime. Si. Mais non, mais c'est pas un crime, nos maires, c'est ça le patriotisme. Ils ont tous les défauts, hein. Mais pas du tout. Mais pourquoi vous êtes toujours en victime? Non, vous savez, mais vous êtes toujours. Le jour où vous serez au pouvoir, si un jour vous l'êtes, Florian Philippot, pardon de vous dire, mais vous ne pourrez plus vous faire passer. Excusez-moi, Monsieur Bourdin. Oui. Les Français qui nous écoutent et nous regardent. Vous serez obligé d'être responsable. Les Français qui nous écoutent et nous regardent savent que les observateurs médiatiques ne sont pas tendres avec nous. Je crois qu'ils le savent tous et ils le constatent tous. Ça, et on se plaint pas. On le sait. On l'accepte, c'est pas tout à fait démocratique parce que le traitement est pareil. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a le traitement? Regardez les villes, regardez les mairies FN, elles sont sous la loupe permanente. Ils bougent le petit doigt, ils ont 5 minutes de retard pour payer leur horodateur, hop, on fait un article dans la presse locale. Mais pendant ce temps-là, les villes UMP et PS à côté, elles font ce qu'elles veulent. Il n'y a plus personne, il n'y a plus l'observateur, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Ah bon? Oui, Donnez-moi des exemples, alors. Je ne sais pas, moi, parce que c'est bien beau de dire ça, mais... excusez-moi, dès que, sais pas, on reproche à nos maires, on va jusqu'à leur reprocher d'avoir enlevé le drapeau européen du fronton de leur mairie. Mais ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a rien d'obligatoire à mettre le drapeau européen. Ils respectent l'avis des Français qui ont voté contre l'Union européenne par référendum et qui viennent de s'exprimer encore aux élections européennes. Et ils mettent le drapeau français, le drapeau tricolore. Et on leur en fait reproche, et on doit ensuite se justifier de cela. Toutes les mairies. Bon, c'est pas grave. Ceci dit, c'est pas très grave, on s'y attendait. Ils travaillent, nos maires travaillent pour la sécurité, pour baisser les impôts, pour désendetter leur ville, pour dynamiser l'emploi et le commerce. Oui, ils ne sont pas les seuls, vous avez raison. Il y a de bons élus locaux aussi ailleurs. Mais eux, ils travaillent dans des conditions, espérons-le, les plus sereines possibles. J'aimerais connaître le contrôle médiatique. Oui, j'aimerais connaître mais pas que sur le Front National. J'aimerais connaître la position du Front National sur ce qui se passe à l'international, et notamment sur l'Irak et la Syrie. Est-ce que la France doit s'associer à une coalition militaire pour bombarder et pour intervenir en Irak et en Syrie contre l'État islamique? Je crois que la question de toute façon ne se pose pas. Nous n'en avons pas les moyens, les moyens militaires. Pour participer à la coalition, militairement à la marche. Est-ce que vous pensez qu'il faut que la France participe? Nous pensons qu'elle doit d'abord œuvrer en termes logistiques et en termes de renseignement. En matière de renseignement, nous sommes très bons. Oui, mais ça c'est pas aller bombarder. Mais pas c'est les tapis de bombes, si vous voulez.
À la marge, militairement, sur le principe, on n'est pas contre, mais il faut quand même être raisonnable. Il y a deux conditions. Un, qu'on arrête de saccager le budget de la défense. Non, mais d'accord. Non, mais si, oui, d'accord, mais vous me dites, est-ce qu'on s'engage militairement et on n'a pas d'armée? C'est quand même une question fondamentale. Non, une coalition va être mise en place. Oui, mais je vous ai répondu. Une coalition. Vous dites, on y participe donc. Non, j'ai dit on y participe en matière de renseignement, en matière logistique. Alors on y participe ou on n'y participe pas? On y participe ou pas? Quand on participe de ce point de vue-là, on y participe, oui. Mais nos avions qui bombardent, non. Mais on enverra quoi, un demi-avion qui nous reste? Non. Non mais attendez, si, parce qu'on est déjà présent sur beaucoup de théâtres d'opération. Pourquoi abîmer la nation, la France? Mais ceux qui ont abîmé la nation... Mais excusez-moi, mais j'accepte pas cette critique. Ceux qui ont abîmé la nation et l'armée française, c'est ceux qui l'ont mise au pain sec. Voilà, ceux qui ont réduit son budget considérablement, les Sarkozy, Hollande, et ça a même commencé avant, qui ont ramené son budget aujourd'hui à 1,4% du PIB. C'est scandaleux. Nous on propose qu'ils triplent le budget. Non, on a dit une limite inférieure de 2% du PIB qui doit être mise dans la Constitution. Par respect de nos propres soldats qui aujourd'hui sont en insécurité et pour le rayonnement de la France et la sécurité du territoire national. Maintenant, il faut aussi changer de diplomatie. On a joué au docteur Frankenstein dans la région, on a créé un monstre. Les États-Unis en premier chef par cette intervention stupide en Irak en 2003 et ensuite la France de M. Sarkozy et BHL qui sont intervenus en Libye pour mettre les islamistes au pouvoir et on continue à vouloir faire la même chose en Syrie. Ça c'est du Frankenstein, il faut lutter contre cette politique et revenir à une défense de nos intérêts nationaux et du bon sens. Merci Florian Philippot. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin à 8h57.